Alors, bonjour, on est au Palais de Justice pour une conférence sur la protection des données personnelles. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Saba, c'est mon prénom. Je suis avocate et je suis aussi la DPO du barreau de Bruxelles et de l'OBH. C'est d'ailleurs à ce titre que je suis ici. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner le périmètre d'action d'un avocat DPO qui est missionné pour un client pour traiter les données? Par exemple, dans votre cas, vous m'avez dit que vous gériez 2 écoles. Alors j'ai la chance aussi de pouvoir être en effet, pas gérer, je ne dirais pas une école, je suis Non, bien DPO aussi de 2 écoles en effet. Et le périmètre d'action, c'est le périmètre d'action du DPO. Dans ma fonction de DPO, je suis DPO. Et Mais la problématique, par exemple, de l'école, c'est qu'elle a des données des enfants. oui. Donc, dans ce cadre-là, en quoi C'est des hautes écoles, hein. Moi je suis des majeurs. Oui, Ce sont des majeurs, mais d'accord. oui, ça pourrait être des mineurs, par exemple, ou une école standard, oui. Par exemple, donc dans ce cas-là, quel est votre périmètre d'action dans l'école? Qu'est-ce que vous allez faire? Même que pour toute institution, un DPO a toujours les mêmes obligations. Il conseille, forme, informe, encadre le DPIA et est la personne de contact. Donc, a priori, nous ne sommes pas en tant que DPO en contact direct avec la donnée. Et la mise en conformité, c'est la mise en conformité non pas c'est la de l'entreprise, c'est pas le DPO qui l'assure, c'est l'entreprise, c'est son rôle de le faire. Moi je trouve ça très important de la laisser faire et de la superviser, de la conseiller, de temps en temps de la urger même, mais c'est important de le faire ainsi parce qu'en réalité c'est elle qui est en contact direct avec les données personnelles et c'est elle qui pourra m'informer s'il y a des violations, s'il y a des problèmes. Et donc le rôle du DPO c'est très clairement un rôle de collaboration avec l'entreprise, avec les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise et qui sont en contact avec les données personnelles. Mais est-ce que vous allez les informer, par exemple, pour la tenue de registre? Comment elle va s'y prendre? Comment elle va créer, si elle le fait sur un tableau Excel? On les informe, tout à fait. Donc Est-ce que là, vous on a allez des formations, des informations. Est-ce que vous allez les accompagner sur le terrain, par exemple, à côté d'elle, lui dire, voilà, bon, vous allez créer une colonne, par exemple, c'est des ressources humaines, avec nom, prénom, qui a accès, tout ça? Ça pourrait se faire, mais ce n'est pas à moi de réaliser le registre, c'est l'obligation du responsable de traitement. Et à nouveau, moi, dans ma pratique, ça me tient à cœur que le responsable de traitement s'y attache avec beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à intégrer au sein de son entreprise les valeurs qu'essaye de véhiculer le GDPR, les obligations du GDPR. C'est entre autres par la réalisation de son registre, mais aussi et surtout par le fait qu'on s'audite et qu'on participe à l'audit que l'on réalise dans le cadre justement de la réalisation du registre, donc avant la réalisation du registre. D'accord. Par exemple, donc on va rester dans le périmètre de l'école, puis on ira sur l'entreprise. Toujours dans l'école, moi je ne sais pas comment ça se passe dans une école, mais imaginons une petite structure de 900 élèves avec un directeur, parce qu'on sait que les écoles n'ont pas les moyens d'engager. Moi j'ai déjà travaillé avec une école, mais pas pour cette activité-là. Il y a un informaticien dans certaines écoles qui sont connectées au réseau de l'enseignement là. Par exemple, si l'informaticien vous dit bon, moi je n'ai pas accès à ces données, mais c'est quelqu'un du personnel qui encode dans un ERP ou CRM les données, est-ce que vous allez jeter un coup d'œil ou pas dans ces données, voir un peu qu'est-ce qu'ils écrivent, comme une fiche d'identité, donc nom, prénom, email. C'est vraiment ce qu'on appelle l'étape avant même la réalisation de l'audit, donc vraiment avant même la réalisation du registre, donc l'étape d'audit. Vraiment, tout est. Je pense que ça dépend vraiment de la pratique d'un DPO à l'autre. Moi, j'aime bien, aller, être avec, vérifier, dire ah mais tu es certain, comment tu m'assures qu'il n'a pas accès. Et je pose beaucoup de questions et en réalité, c'est vraiment par ce jeu de questions-réponses qu'on arrive à avoir les réponses les plus claires parce que ça m'arrive assez fréquemment dans l'entreprise qui me disent je ne traite pas de données personnelles dans ce service. Et puis je pose des questions et au fur et à mesure, je me dis ah oui, mais en fait j'en traite. Ah oui, ça je ne me rendais pas compte que je le faisais. Ah oui, ok, d'accord. Et donc, au fur et à mesure de ces discussions, de cette collaboration, c'est vraiment un travail de collaboration, la mise en conformité. On arrive à obtenir les réponses. Et moi, je suis assez étonnée, c'est vraiment le côté, en tout cas pour ma part, assez, on va dire, motivé, les entreprises dans lesquelles j'ai l'occasion d'aller, je les trouve très motivées et très enthousiastes et elles accordent du temps. Et donc ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment très plaisant. Voilà. Après, je ne connais pas tout le monde, mais moi, ça se passe bien. Et par exemple, en tant qu'avocate, vous allez intervenir dans la base juridique de l'école. Par exemple, comme j'ai entendu dans la conférence, si elle doit transmettre des données, elle va demander aux parents leur consentement pour... Par exemple. Donc, comme j'explique, en effet, aujourd'hui, on ne peut plus effectuer de traitement sans avoir une base légale pour réaliser ce traitement. Ces bases légales, elles sont énoncées dans le GDPR. Quant à des données ordinaires, c'est l'article 6. Quant à des données sensibles, l'article 9 et l'article 10.
vous renvoie aux exceptions qui permettent de traiter. Et dans ce cadre-là, il est fort probable que la base légale qui autorise le traitement, ce soit une loi. Et ça, en effet, les entreprises ne sont pas toujours armées à connaître l'ensemble de ces dispositions légales. Et ça, c'est vrai que quand on a un DPO qui est aussi un avocat, qui est en plus spécialisé dans le secteur d'activité en question, eh bien, ça permet d'avoir ces réponses de manière plus efficace. Maintenant, quand on n'a pas, on fait un peu plus de recherche qu'un autre. Voilà. Bon. Par exemple, pour les entreprises, vous êtes DPO pour les entreprises aussi. Est-ce que vous avez déjà été confronté au monde du secteur privé, des entreprises? Oui. Quelle est la problématique en général pour elles? Est-ce que c'est les traitements du personnel? Est-ce que c'est l'activité commerciale qui permet de récolter des données parce qu'il y a du commerce, ou c'est quoi? Alors moi je pense, et c'est mon point de vue, c'est dans les entreprises, et pas uniquement dans les entreprises, je pense que c'est tout secteur confondu, l'une des grandes problématiques c'est la prise de conscience qu'on entend par un traitement. Au sens GDPR, et la prise de conscience, parce qu'il y a le traitement au sens du GDPR, puis il y a le traitement comme on doit l'introduire dans le registre, qui peut en réalité englober plusieurs traitements au sens du GDPR, mais qui ont une seule finalité, une seule base de nécessité, un même moyen d'action. Eh bien, ça, il faut vraiment aller dans les entreprises, les former, les sensibiliser. Mais en règle générale, quand ils sont formés et sensibilisés, en tout cas moi quand je vais avec mes formations, je me rends compte qu'elles arrivent, et je suis toujours très très positivement étonnée de la manière dont elles arrivent à intégrer ce que je leur raconte. Et la réalité, c'est qu'en fait, le GDPR, ça concerne chacun d'entre nous en qualité de personne concernée. Et si vous savez expliquer ça aux personnes que vous allez voir, bien, on comprend très vite pourquoi c'est important de faire tout ça. Et moi, je trouve que j'ai une vraie motivation auprès des équipes avec lesquelles je travaille. Et le travail avance de manière assez étonnante. Et voilà, et donc j'avais souvent peur de me dire je vais arriver, parce que moi je suis une DPO donc externalisée, on va avoir du mal à m'ouvrir les portes, on va avoir du mal à... Mais en fait pas du tout. Les gens comprennent très bien qu'en fait ce qu'on est en train d'assurer ici, ils espèrent que les entreprises les assurent pour elles aussi, à leur égard. Elles espèrent aussi que les entreprises les assurent aussi, les autres entreprises dans lesquelles elles ne travaillent pas, j'espère que ces entreprises assurent aussi le même service, et donc elles le font avec beaucoup de volonté et beaucoup de bienveillance. Maintenant, par exemple, pour tout ce qui est domaine informatique, par exemple, si vous êtes dans une entreprise et qui a un serveur de données, par exemple, où ils font des activations de données privées par application mobile, ou qu'il y a une activité commerciale, donc ils ont beaucoup de traitement de données. Comment est-ce que vous allez gérer, dans les grandes lignes, cette problématique? Est-ce que vous aurez un responsable à côté de vous, de l'entreprise? Alors, c'est exactement ce que je vous disais. Le GDPR, c'est avant tout un travail de collaboration. Dès que je rentre dans les entreprises, je crée une équipe GDPR autour de moi, avec un responsable de traitement, auquel j'adjoins en règle générale le responsable du service de l'entreprise que l'on va auditer et pour lequel on va réaliser le registre, et un responsable informatique quand c'est une société qui automatise énormément ces traitements, et on avance toujours en équipe. Moi j'ai toujours, le métier d'avocat c'est un métier très solitaire, on est souvent seul, on écrit nos conclusions seul, on travaille seul. Bien moi mon métier de DPO c'est exactement l'inverse, je collabore énormément, et dans toute entreprise où je rentre, la première chose que je fais c'est mettre autour de moi en place une équipe RGPD, et donc j'arrive toujours à obtenir les réponses par cette personne, ou cette personne va les obtenir auprès des responsables informatiques du département en question. Je dis toujours, moi je suis de formation juriste, alors j'ai une petite formation aussi en informatique de sécurité informatique, parce qu'on n'a pas le choix quand on est un DPO. J'ai eu l'occasion d'écrire récemment dans un article, c'est un peu un mouton à 5 pattes, il faut savoir tout faire. On a quand même quelques formations en informatique, on a en tout cas une sensibilité à l'informatique qui est importante, mais je ne suis pas informaticienne, et donc je m'entoure de personnes adéquates, et même dans ma structure, j'ai des informaticiens qui m'aident et qui m'accompagnent pour tout ce qui concerne la sécurité informatique. D'accord. Et par exemple, si vous avez un client, une entreprise privée, ou par exemple, donc elle a des données, par exemple le cas que je vous avais parlé tout à l'heure, un bureau de recrutement, on dit chez nous un chasseur de tête, quoi. Et donc il a des données privées, c'est-à-dire les CV, nom, prénom, adresse, tout ce qui peut exister sur la personne, et qu'après cette entreprise fait appel à un avocat et qu'elle demande pour se mettre en conformité. Est-ce que le bureau de recrutement doit requalifier ces données, redemander le consentement, puisqu'on est après le 28 mai, après l'entrée du RGPD, ou est-ce qu'on garde la même base et on continue
tout en se mettant en ordre des RGPD et vis-à-vis de l'autorité de contrôle, ça va passer, ça va pas passer. Alors moi, ce que je dis, de manière générale, il faut savoir que 80% des obligations du RGPD existent avec la directive. Ce qui change aujourd'hui, c'est la philosophie générale. On a un principe d'accountability, donc on doit être à tout moment capable de prouver ce qui se passe. Ce qui change aujourd'hui, c'est aussi quand même 20% d'obligations qui sont différentes, mais c'est aussi et surtout la manière dont on va implémenter les dispositions du règlement dans la vie quotidienne de l'entreprise. Alors, je ne peux pas vous répondre je peux pas vous répondre directement parce que votre question, c'est au cas par cas. Je ne connais pas la base de licéité initiale de l'entreprise. Si c'était le consentement, est-ce qu'elle a encore besoin de consentement? Je ne connais pas sa pratique, donc c'est difficile de parler de manière générale. Mais en règle générale, si on a pris le consentement de manière valide avant le 25 mai, ce consentement continue à exister. Si on ne l'a pas pris de manière valide, alors il faut en effet refaire une demande de consentement. Mais tout traitement ne se fonde pas uniquement sur le consentement. Le consentement reste une des bases de l'ICIT, mais on peut très bien avoir une obligation légale, on peut très bien avoir une obligation contractuelle. J'imagine qu'une entreprise de recrutement qui s'engage auprès des personnes à leur trouver un emploi, eh bien, en effet, elle va avoir besoin d'avoir des données qui concernent la carrière professionnelle de cette personne. On pourrait avoir aussi une base qui est juste l'intérêt légitime. C'est l'exemple que donne le groupe des 29 aujourd'hui, le board, l'IDPB, le comité de protection des données européen. Dans un de ses avis, il estime par exemple que l'envoi d'une newsletter, dès lors qu'on ne parle que d'une adresse mail, peut se fonder sur une database d'adresse mail peut se fonder sur l'intérêt légitime. Mais attention, consentement intérêt légitime, toujours la possibilité de opt-out, c'est-à-dire de sortir de la database. Moi par exemple, moi j'ai déjà fureté un peu, je vous raconte en fait un retour d'expérience. Par exemple, je suis sur LinkedIn et il y a des sociétés qui m'envoient qui me présentent, qui m'envoient des PDF avec leurs solutions logicielles pour la GPD, consentement des cookies et tout ça. Par exemple, j'ai déjà été confronté à un cabinet d'avocats, je ne vais pas vous donner le nom, un gros cabinet qui développe une solution logicielle pour les DPO, pour les métadonnées, pour la cartographie des données, tout ça. Et donc, j'ai été sur leur site et j'étais un peu étonné au niveau gestion des cookies, on ne peut pas refuser leurs cookies. Donc, en fait, ils écrivent en tout petits mots et ça après 2 minutes, 3 minutes, je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre. Et c'est pas la première fois que je vois ça chez les avocats. Et donc, ils vous obligent à cliquer sur OK. Et si vous ne cliquez pas sur OK, il faut vraiment passer la souris sur les petits caractères et voir l'endroit exactement sur le mot pour annuler ce cookie. Alors, je ne connais pas ce cabinet spécifiquement. Je pense que de manière générale, les sites internet des avocats sont gérés par des entreprises externes, en ce compris les politiques de cookies. Ensuite, je tiens quand même à rappeler que la politique de cookies et toutes ces métadonnées dont vous parlez sont gérées par la e-privacy directive et pas directement par le RGPD. Le RGPD tout de suite dit un mot sur les cookies, mais les cookies restent en effet une donnée, enfin les cookies. Les adresses IP, les données collectées via ces petits fichiers informatiques restent des données personnelles, ça on est tout à fait d'accord. La question est de savoir comment est-ce qu'on applique ça. Alors, j'entends tout à fait ce que vous me dites. Alors, il y a des cookies dans la e-privacy directive qui peuvent être installés quand bien même on n'aurait pas votre autorisation préalable, tout ce qui est cookies fonctionnels par exemple. Il y a d'autres types de cookies qui demandent l'autorisation préalable. Voilà, je ne connais pas votre cas précis, donc je ne peux pas me prononcer. Mais donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Par exemple, là, je vois avocat.be. Moi, j'utilise un logiciel de veille dans les RGPD. Et donc, j'ai cette alerte qui est apparue là, du site d'avocat qui dit que journée porte ouverte. C'est comme ça que je vous ai trouvé en fait. Journée porte ouverte, j'étais venu pour visiter le palais parce que je savais pas. Moi, j'habite depuis 20 ans à Bruxelles. Je connaissais pas. Donc, je reviens. Ça vous a plu? J'ai pas encore visité, j'allais faire la visite. Okay. Mais le site avocat, il respecte pas les cookies. Les RGPD. C'est en cours de mise en conformité. On est en train parce de que travailler. j'étais étonné aussi. Je dis. Et donc, c'est comme pour tout. Tout ça va arriver, tout ça va venir se mettre en place. J'y travaille activement, donc je peux vous le dire. Mais évidemment, quand on fait appel à des sous-traitants, ça nous demande de mobiliser. C'est pas compliqué pourtant. C'est pas compliqué. Alors, c'est très simple. Le système en soi n'est pas compliqué, mais après, c'est toute la mise en œuvre du système parce que ce n'est pas nous qui le faisons en interne. Il faut mettre en place tout, prévenir les personnes compétentes. Mais j'ai vu que c'était pas un prestataire qui gère les cookies sur Avocat. C'était, à mon avis, c'est l'informaticien qui fait le site web qui. Je ne peux pas me prononcer en tant que DPO de l'informatique, je ne peux pas vous donner que je suis mise au secret professionnel de DPO. Là. Voilà, mais tout ça va se mettre en place. Comme toutes les entreprises, la mise en conformité, c'est un travail
qui ne se fait pas en un jour, en une heure. Oui, je sais. Ça prend du temps. Voilà. Et donc avant d'en arriver à ce qui est visible, il est très important et extrêmement même important de travailler sur ce qui n'est pas visible, s'auditer, voir comment on fonctionne. Donc les prises de conscience sont là et les mises en conformité se mettront, ce qui est plus apparent viendra un peu plus tard. Je préfère d'ailleurs qu'une entreprise travaille d'abord sur le fond plutôt que de faire ce qui est visible mais ne fasse rien sur le fond. Parce que là, je pense que c'est là qu'on a les plus grands dangers. Et donc voilà. Mais en effet, tout ça va venir se mettre en place. Est-ce que, bon, moi j'ai déjà parlé avec des DPO et des juristes, j'aurais même vu de France. Est-ce que vous êtes d'accord sur... en France? Ah oui, je fais partie d'un groupe de travail et en fait ils viennent présenter à l'entreprise leur solution. Enfin, il y a plusieurs thèmes. Chaque fois qu'on a une réunion, il y a un programme. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait, moi j'ai mon opinion, mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut plus de sanctions? Parce que pour le moment, c'est le Far West pour moi. Est-ce que vous serez d'accord comme la CNIL de passer à l'action, de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas? Par exemple, je vous donne des cas. Par exemple, la première fois, la CNIL va dans, j'ai lu les rapports de la CNIL, ils vont dans une entreprise. Par exemple, je vous donne le nom, Dartine. Elle voit une faille de sécurité via un de ses prestataires, un sous-traitant en fait, qui gère les acquisitions de données sur le site. Et donc la CNIL débarque et il leur dit voilà, vous êtes en défaut au niveau sécurité du site, vous devez vous remettre en ordre. Voilà. Ils quittent, et rien n'est fait, ils reviennent, ils constatent de nouveau amende, hop, condamnation. Est-ce que vous serez d'accord par exemple que l'autorité de contrôle... Mais c'est a priori ce qui se passera ici aussi, c'est-à-dire que dans un premier temps, et ça me semble justifié, que ça se passe par un système plutôt que d'amende, mais un système d'accompagnement, un système de blâme, un système de grief avec obligation de se mettre en conformité derrière. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Et puis qu'après, si ce n'est pas fait, ou en tout cas qu'on ne montre pas qu'on est en train de faire le nécessaire, parce que, à nouveau, je le répète, tout ne se fait pas en 2 heures, 2 jours, ça prend du temps, une mise en conformité. Eh bien, à partir du moment où on n'a pas fait ce qu'il fallait quand on a été sommé de le faire, là j'entends qu'il est normal qu'il y ait des amendes et je pense que ça se passera comme ça ici aussi. Parce que quand même ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on va arriver en décembre pour 7 mois, il n'y a rien. Mais c'est ce que je vous expliquais, je pense que les plaintes sont là, ça va se mettre, les griefs vont être tout doucement établis et puis les gens ont aussi le droit de se défendre parce qu'on peut aussi justifier des fois pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que le GDPR, c'est en effet des obligations, mais qui doivent aussi s'appliquer de manière proportionnelle à l'activité que l'on a, à la taille de l'entreprise, et donc les gens ont aussi le droit de venir justifier une position. Je pense que ça aussi, ça fait partie du jeu du GDPR, du RGPD, pardon. Et donc, une fois que ça s'est établi, si vraiment on ne se met pas en conformité, si vraiment on fait pas les efforts qu'il faut, j'entends qu'il y a même mieux que des amendes, c'est une certitude. Mais il n'y a pas que les amendes, je pense qu'il peut y avoir aussi des sanctions de type fermer votre site internet, je sais que vous mettez en ordre, ça peut être des sanctions de type interdiction de faire l'une ou l'autre chose parce que vous n'êtes pas prêt à vous mettre en conformité. C'est à mon sens encore plus dissuasif qu'une amende. Voilà, vous dites par exemple à un groupe qui fait de la vente de liens, interdiction de vendre le moindre lien tant que je n'ai pas encore votre base de licéité valablement justifiée, vous arrêtez son business. Je pense que c'est pire que de vous demander 4% de ce chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc, voilà. D'accord.